Nous recevons le Syndicat canadien de la fonction publique, le SCFP, avec M. Patrick Gloutenay, qui est le secrétaire général SCFP Québec, Mme Blais et M. Bourdon. Alors, bienvenue aux travaux du comité consultatif sur la réalité policière. Je m'appelle Bernard Sévigny, je suis le coordonnateur du comité et je vais agir à titre de président de la présente rencontre. Je vous présente rapidement mes collègues, Mme Nicole Gibault. Bonjour. Madame Marlene Jennings, Monsieur Alexandre Matt et Monsieur Louis Côté. Bonjour. Alors, nous avons reçu votre communication, évidemment, les membres en ont pris connaissance. Vous allez avoir 10 minutes pour présenter les faits saillants, votre position, vos arguments et ensuite, on va s'engager dans une discussion d'une vingtaine de minutes sous forme de questions-réponses. Lorsqu'il va rester une minute, je vous ferai signe, une minute de votre présentation. Alors, si vous voulez prendre la parole, simplement activez, levez la main, la fonctionnalité, parce qu'on devient tous des experts du virtuel. Alors, si ça vous convient, M. Gloutenay, je vous cède la parole pour vous présenter les gens qui vous accompagnent également. Et par la suite, on procédera aux 10 minutes de présentation. Alors, la parole est à vous. Merci beaucoup, M. Sévigny, et merci à tout le monde de nous permettre de s'adresser à vous aujourd'hui. On a réagi rapidement aux commentaires de la semaine passée parce que notre objectif au départ n'était pas, lorsqu'on regardait les sujets qui étaient abordés, on n'était pas sous l'impression qu'on pouvait apporter quelque chose de plus. La semaine passée, plusieurs de vos intervenants ont parlé de plusieurs fusions de Centre 911 et c'est sur ça qu'on va vous interpeller aujourd'hui. On n'a pas la prétention d'être des experts dans le milieu policier, même si ça fait plusieurs années qu'on travaille avec ces gens-là. D'entrée de jeu, j'aimerais vous présenter M. Jocelyn Bourdon, qui est président du Conseil provincial du secteur municipal. Vice-président au SFP Québec aussi pour le secteur municipal. Il est employé de la ville de Saint-Jean sur Richelieu et président d'École Blanc depuis plusieurs années et aussi président, pas président, mais préposé au 911 depuis 14 ans. Je vous présente Mme Nathalie Blais, conseillère à la recherche et membre du comité 911 qu'on a au SFP Québec depuis 2014. Et moi-même, vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, M. Sévigny, Patrick Gloutenay, secrétaire général au SFP Québec, employé de la ville de Repentigny depuis plus de 25 ans, et moi aussi un répartiteur 911 pendant une très longue période, soit d'environ 17 ans. Comme j'ai mentionné, notre objectif aujourd'hui est de vous parler des fusions des centres 911 parce que plusieurs de vos intervenants font une corrélation entre la fusion et les économies de coûts et nous, on n'est pas nécessairement à la même place. Donc, pour le moment, je passerai la parole à Jocelyn Bourdon. Allez-y, M. Bourdon. Merci aux membres du comité. Donc, merci Nathalie de partager notre présentation. Donc, on veut vous entretenir aujourd'hui sur le service 911, donc une question de sécurité publique. 3 points, le rôle et fonctionnement, les enjeux technologiques et les enjeux reliés au regroupement des centres d'appel 911. Les centres d'appel 911, communément appelés les CAU 911, pour les distinguer, c'est des gens qui travaillent dans la majorité des cas directement dans des services de police pour des municipalités. Donc, ces gens-là répondent aux appels 911 lorsqu'on loge un appel 911. Et puis, ces centres-là sont souvent en même temps des centres secondaires d'appel d'urgence qu'on appelle les SCAU, donc qui font la répartition des effectifs pour répondre à l'urgence, la coordination des services connexes et la coordination de l'ensemble des intervenants au niveau du service de police, pompiers, les ambulances, la sécurité civile, la garde côtière, l'armée, le MTQ, Hydro-Québec, etc. Donc, au niveau du 911, il faut faire une distinction. Les centres 911, communément appelés les centres primaires, eux, ont seulement une exigence de répondre à l'appel 911, confirmer l'adresse, le numéro de téléphone, l'endroit où ça se passe, et puis le tout en 60 secondes, selon le décret qui existe dans la loi sur la sécurité civile. Ensuite, ces appels-là sont transférés soit à un centre secondaire ou, dans la majorité des cas, des centres qu'on représente également, et c'est la majorité des cas des centres au Québec,
ces centres secondaires-là sont à même les centres 911. Donc, il y a une proximité là qui est faite. Il y a une action qui est faite de façon quasi en direct. Donc, il se passe quelque chose de live, il se passe quelque chose, il y a un événement qui se passe au niveau du 911, l'appel est réparti immédiatement, contrairement à un centre secondaire où ce que les appels doivent être confirmés et ensuite transférés à un autre centre secondaire. Donc, le travail au niveau des services 911, c'est un travail exigeant, corps de travail là, de 24 heures par jour, 7 jours par semaine, la maîtrise de multiples équipements, une résistance au stress, un bilinguisme. Avec le décret des services 911 est arrivé l'installation des centres 911 et la rénovation de beaucoup de centres de 911 à grands frais dans la majorité des centres 911 qui sont certifiés. Au Québec, il y a 27 centres 911. 23 sont issus de services de police qui sont aussi des centres de services secondaires 911, police et ou incendie, ce qui représente plus de 50 de la population. On a 3 centres qui sont des OBNL et 1 entreprise privée. 49 centres sont des SCAU, donc des centres secondaires, dont une vingtaine sont aussi des centres primaires 911. Les autres sont la Sûreté du Québec et les services d'ambulance. Je vais passer la parole à ma collègue Nathalie pour vous parler des enjeux technologiques. On ne vous entend pas, Mme Blais, votre micro. Bon, c'est le partage d'écran qui m'a un peu causé problème. Donc, je reviens à vous pour vous dire que ce que Jocelyn vous expliquait, c'est ce qu'on tente d'expliquer au CRTC depuis 2013, les informer le plus fidèlement possible du travail qui est fait dans les centres d'appel parce que le CRTC a juridiction sur tout ce qui est réseau de télécommunications. Ça peut avoir un impact sur les centres d'appel d'urgence et quand on a commencé à intervenir, c'était rarement pris en compte ce qu'il y avait là, au bout, dans le fond, au bout du fil. Et donc, le 911 de prochaine génération va faire passer le système qu'on a actuellement des fils de cuivre au protocole Internet, ce qui va donner plus de possibilités de capacité au système. Donc, on parle d'introduire après la voix le texte en temps réel, parce que présentement, le texto est réservé à des gens qui ont, par exemple, une déficience auditive ou vocale. Il faut s'inscrire et il n'y a pas de garantie que le texto arrive au service d'urgence, au centre d'appel en temps réel. Donc, la nouvelle technologie va permettre au préposé 911 de voir le texto au moment où il s'écrit et donc d'avoir aussi, donc de prendre connaissance de l'urgence en temps réel, mais aussi de savoir si c'est réellement une urgence. Ça va donner aussi un autre indice au préposé 911 là, de la réelle urgence. Et on pourra aussi également éventuellement envoyer des photos, des vidéos, des plans ou des dossiers médicaux ou tout autre document que les services d'urgence pourraient estimer utile. Et on a un petit peu, j'ai encore un problème de partage d'écran. Alors voilà, donc ces changements technologiques-là, ils ont des coûts qui sont inconnus. Pour l'instant, on sait qu'il y aura des coûts assez importants, mais les spécifications des équipements sont en cours d'élaboration, donc on n'a pas de certitude sur ces coûts-là. Le CRTC doit également approuver les tarifs pour les nouvelles lignes 911 de prochaine génération, ce qui n'est pas encore fait. Et il y a évidemment de l'espace de stockage à prévoir parce que, comme vous vous en doutez, si on reçoit des photos et des vidéos lors d'incidents majeurs, par exemple, on recevra peut-être beaucoup de matériel et il faudra pouvoir le gérer. Et il faudra pouvoir également prévoir l'organisation du travail qui va avec ça parce que c'est ce traitement de nouveaux formats de données-là. Il faudra savoir qui va le faire. Est-ce que c'est le préposé du centre primaire, celui du centre secondaire, qui est la même personne dans le cas des municipalités, ou s'il faudra transférer seulement ces informations-là et voir les policiers les traiter eux-mêmes, les pompiers et les ambulanciers. Et évidemment, il faudra voir l'archivage de toutes ces données-là qui peuvent être utiles dans le cas de suivi et d'enquête.
et le tout, évidemment, en préservant la sécurité des informations personnelles. Je passe la parole à Patrick. Merci, Nathalie. Bien, effectivement, c'est pour ça que nous, quant à nous, notre analyse qu'on fait, c'est important de comprendre ce que Nathalie a mentionné, que nous, on est dans le dossier depuis 2013 avec le 911 prochaine génération. Aujourd'hui, de voir, de demander une fusion en rapport, d'une fusion des centres 911 en rapport avec un projet sur la réalité policière dans laquelle, dans aucun mot, aucun paragraphe, aucun texte de votre document fait mention de fusion possible 9-1. Donc, nous, on croit qu'actuellement, les municipalités et les directeurs de police tentent de façon détournée d'emmener vers des fusions 9-1 strictement par rapport à l'infrastructure des coûts au niveau du 9-1 prochaine génération. On ne croit pas nécessairement que la structure supplémentaire ne réduira pas les coûts, puisque, comme Jocelyn vous a mentionné, les services de police vont devoir quand même avoir un centre primaire, qui sont les gens qui répondent 911, et un centre secondaire qui vont devoir faire la répartition police. Il y a 2 anciens policiers qui nous écoutent par l'entremise de M. Matt et M. Côté. Ils savent très bien de ce qu'on avance. C'est pas vrai qu'il va y avoir une économie à grande échelle, puisque immanquablement, ces structures-là vont devoir demeurer en place. On va juste les transformer, on va juste centraliser peut-être dans certains endroits des travailleurs qui sont déjà affectés à ce travail-là. D'autant plus aussi qu'on aura l'obligation de maintenir les centres secondaires. On aura l'obligation aussi de maintenir les installations certifiées par rapport au décret des centres 911 que Jocelyn vous a mentionné. Et j'aimerais vous rappeler que ces certifications-là ont été faites à grands frais. Juste au niveau de la technologie, au niveau des serveurs, au niveau de l'électricité, au niveau des systèmes de gicleurs, au niveau des vitres antiballes, au niveau des endroits où les centres 911 et les centres secondaires ont dû être placés actuellement, ça a engendré des coûts énormes. D'ailleurs, vous avez sur la liste au ministère de la Sécurité publique, sur les 29 centres, je pense qu'il y en a 26 qui sont conformes en date d'aujourd'hui. Et aussi, immanquablement, le maintien des effectifs policiers en municipalité va amener des tâches administratives. On n'a qu'à parler aux vérifications qui sont faites par l'entremise des répartiteurs aujourd'hui au niveau du CRPQ. Donc, nous, c'est pour ça qu'on croit qu'actuellement, on utilise des changements technologiques reliés au 911 prochaine génération pour donner ce mandat-là au niveau du comité qui, nous, à notre avis, ne fait pas partie du mandat de ce comité-là pour le moment. Je passerai la parole à Jocelyn. Encore 1 minute, oui. Excusez-moi. Je vais conclure en vous mentionnant que le service 911, c'est une question de sécurité publique et non de financement. C'est important de le comprendre. C'est un service essentiel en cas d'urgence. Le service 911, il est performant là où les centres 911 primaires et secondaires sont jumelés. Nos recommandations là, envers le comité, là, c'est dans le fond ce qu'on voudrait vous présenter, c'est de prendre des décisions de réorganisation d'abord basées sur la base de la sécurité publique, je viens de le dire. Ça inclut de prendre en compte la possibilité de rapatrier les centres confiés au privé ou à des OBNL, là où on observe des diminutions de services et des augmentations de délais. Ensuite, il faut évaluer les coûts et les économies réelles de façon transparente, notamment en lien avec la taxe 911 qui est prélevée sur nos comptes de téléphone, soit nos comptes téléphoniques maison ou cellulaires. Et compléter l'évaluation une fois les délais et les coûts d'implantation des 2 premières phases du 911 PG seront connus. Et en terminant, favoriser le maintien des centres secondaires, des centres primaires et des centres secondaires dans le giron public, comme les services auxquels ils sont associés, police, pompiers, ambulance, pour une plus grande cohésion des équipes d'urgence. Merci au comité de nous avoir entendus. Bon, bien, merci beaucoup. Si vous me permettez, M. Sévigny, j'aimerais juste rajouter quelque chose de façon assez rapide. Allez-y. Faire un suivi sur le commentaire de Jocelyn Bourdon concernant
l'adhésion du privé dans ce processus-là. Pour nous, c'est très dangereux au niveau de la service à la population. On a des cas, c'est important de rappeler au comité que dernièrement, le centre d'appel CLR qui sont situés à Shawinigan, dans lequel il y a eu un transfert de Trois-Rivières vers ce centre d'appel-là. Un an après, on est capable de noter une augmentation des délais au niveau du déplacement des policiers. Aussi, on a des cas avec la COCA et avec la COREC. COCA, si vous regardez dans les médias, il y a eu au niveau de la COCA, il y a eu une tempête de vent il y a quelques années. Et la MRC Vaudreuil, en 2018, a envoyé une mise en demeure à la COCA parce que ça a pris 5 minutes avant que ces gens-là puissent communiquer avec la COCA pour déplacer le personnel incendie. Et aussi, je vous rappellerai qu'à la COREC, c'est pas quelque chose qu'on aime ramener, mais à la COREC, il y a eu un gros événement à l'île Verte dans lequel il y a eu des mentions, il y a eu des dénonciations qui ont été faites par rapport à la santé et sécurité au travail. Il y a des employés qui ont été sanctionnés par rapport à la santé et sécurité au travail. Comprenez bien que notre objectif n'est pas de dénigrer le travail qui est fait au privé, sauf que pour nous, la sécurité publique, ce n'est pas un signe de pièce au bout, parce que le privé a toute autre tâche pour rentabiliser leur entreprise comparativement aux municipalités où on offre un service à la population. Donc, c'est important pour nous de vous mentionner ces cas-là. Merci. Mais c'est clair. Merci beaucoup, M. Gloutonnet. On va commencer la période de questions avec M. Louis Côté. C'est à vous. Moi, j'aurais une question très simple. Je comprends qu'il y a une mutation vers une nouvelle génération, mais vous craignez que ça va impacter la localisation, la qualité du service, mais êtes-vous dans la réflexion ou bien si vous êtes complètement dehors de la réflexion au moment où on se parle? Bien, Jocelyn, si tu veux y aller. Nathalie avait levé sa main pour répondre. Ah, OK. Peut-être. Je ne l'avais pas vu, désolé. Madame Blais, peut-être nous sortir de votre écran parce que ce qu'on voit, c'est votre écran. Ah, voilà. Alors, Madame Blais, la parole est à vous. Écoutez, je voulais simplement préciser avec M. Côté, savoir la portée de sa question. Vous voulez savoir si on est dans la réflexion sur la réalité policière ou non? Non. La réflexion sur s'il y a une mutation vers une nouvelle génération au niveau du 911 technologique, êtes-vous dans la réflexion présentement ou pas du tout? Vous voulez dire avec le CRTC, avec les autorités? Oui. Nous, on a fait des interventions publiques, oui, par rapport au 911 de prochaine génération, mais on ne fait pas partie du groupe de travail service d'urgence du CRTC qui, lui, se penche sur tous les éléments techniques. Technique, OK. Oui. C'est bon. Les municipalités y sont, de même que certains centres d'appel. Ça va, M. Côté? Oui. Madame Gibault. Oui, bonjour à vous trois. Merci d'être là. Intéressant. Est-ce que vous pouvez me dire, moi, ce qui va m'intéresser, c'est beaucoup plus la relation en premier lieu, parce que vous avez parlé, vous recevez l'audio et ensuite les photos. Et qui transmet quoi aux policiers? Parce que moi, je parle en fonction de la preuve devant le tribunal. Évidemment, ce que je vois la chaîne, là, pour avoir entendu des appels 911 dans ma salle de cours régulièrement, mais pas les photos. J'avais jamais, en tout cas pas à cette époque-ci, pas à l'époque. Mais comment vous faites ce lien-là? Est-ce que c'est à vous de faire le transfert? Est-ce que c'est aux policiers? Moi, c'est dans ce sens-là que ça m'intéresse parce qu'on dit qu'ils sont surchargés de travail, de faire de la reconstitution de preuves, puis des photocopies, puis etc. Comment vous la transmettez? Juste par un lien, j'imagine? Je ne sais pas. Monsieur Gloutonnet. Bien, écoutez, présentement, ça ne se fait pas encore, Mme Gibault. C'est dans le projet du 911 prochaine génération. Il y a ça se fait ailleurs. Exemple, à Calgary, ça se fait déjà. C'est transmis de façon cellulaire, par texto, par courriel. Mais au Québec, actuellement, dans le 911 prochaine génération, il y a un lobbying pour
mettre ça en place pour transmettre ces informations-là. Et ce lobbying-là est très va de l'avant, puis probablement qu'on va vivre dans le futur, d'ici quelques années, ce type d'informations-là. Donc oui, en ajoutant un fardeau de tâches aux préposés au 911 à ce moment-là, premièrement, pour nous, c'est pas aux gens du 911 à répondre à ces interrogations-là ou à ces photos-là, c'est plus au centre d'appel secondaire qui, eux, sont le lien directement entre les policiers, pompiers, ambulanciers au niveau de la répartition. Parce qu'il faut comprendre, là, puis je veux pas pour être moi-même un répartiteur dans l'âme, et Jocelyn, je veux pas dénaturer le métier de préposé 911, mais pour que tout le monde, on soit tous au même diapason, là, la personne qui répond 911 prend l'appel et la répartit à l'intervenant concerné, soit la police, le pompier, l'ambulance, etc. À partir de ce moment-là, peut-être ramener là, la diapositive qu'on avait dans laquelle, quand on explique le centre 911 primaire et secondaire, mais le centre secondaire a toute cette responsabilité, ce que le centre primaire n'a pas. Parce qu'un coup que le centre primaire a transféré l'appel, il raccroche. Donc, si on regarde, vous voyez ici à l'écran, le centre d'appel primaire, qui est le centre 911, a 10 secondes pour répondre à l'appel et 60 secondes pour la transférer au centre secondaire. Et à ce moment-là, le centre secondaire, c'est pour ça qu'on a élaboré là, on pourrait en ajouter une dizaine d'autres, là, mais ça vous donne un aperçu de ce que les centres secondaires ont à faire. Donc, imaginez-vous si on rajoute en plus du vidéo, des photos, etc. Déjà qu'on a du son, nous, je pense qu'on considère qu'on en a assez comme ça. Donc, mais c'est quelque chose qui est dans le projet 911 prochaine génération. Merci. Oui, Mme Blais, vous vouliez ajouter? Oui, je voulais juste préciser les délais. En fait, le 911 prochaine génération, on sait qu'il s'en vient depuis 2017. La voix devait être implantée à partir de juillet dernier et le texto à partir du 31 décembre de cette année. Par contre, en raison de la COVID, on a prolongé les délais. Le CRTC a fait une prolongation de lui-même dès le printemps. Et là, il y a une consultation en cours qui va donner des résultats probablement au printemps prochain ou à l'hiver, au début de l'année prochaine. Et c'est à ce moment-là qu'on va connaître les nouveaux délais. Et c'est dans ce sens-là où nous, on a une certaine inquiétude, dans le fond, entre la coordination de vos travaux avec ce qui s'en vient au niveau technologique pour qu'on préserve quand même la sécurité du public dans tout ça et qu'on sache comment ça va s'organiser tout ça. Parce que le préposé 911 du centre secondaire, quand on dit qu'il appelle Hydro-Québec, par exemple, si les pompiers interviennent quelque part, souvent dans les nouvelles, on va entendre que les pompiers ont demandé à Hydro-Québec de fermer le courant ou d'arrêter le gaz, mais c'est le préposé du centre secondaire qui fait ce travail-là. Et présentement, il y a des municipalités qui ont transféré leur centre secondaire incendie à une entreprise privée ou à une OBNL, et ça allonge les délais parce que ce n'est pas la même personne qui répond et qui traite l'appel. À ce moment-là, il y a un délai supplémentaire, on retransfère l'appel, et souvent, ces centres-là sont très éloignés du lieu de l'action. Donc, pour ce qui est de contacter les services locaux qui sont nécessaires, que ce soit la voirie, Hydro-Québec, peu importe, c'est plus complexe que quand on est sur place. C'est pour ça que nous, on dit quand les deux sont regroupés ensemble, vraiment jumelés, comme M. Bourdon le disait tout à l'heure, ça rend les choses beaucoup plus faciles et efficaces. On n'est pas contre des regroupements, mais on pense qu'il faut y réfléchir correctement pour s'assurer que justement toute la chaîne dont vous parliez tout à l'heure fonctionne bien. Et c'est la même chose pour la question des photos et des vidéos qui n'ont pas été autorisées par le CRTC encore, mais on sait que c'est dans les projets. Alors, après le 911 en texto temps réel, on aura peut-être des photos et peut-être autre chose. Voilà. Monsieur Bourdon, vous vouliez ajouter? Je voulais juste compléter. Madame Gibault, vous avez raison de vous inquiéter parce que vous parlez de la chaîne de possession, un peu des preuves dans le cas d'un acte criminel. Là. C'est pas, on s'est posé les mêmes questions. À qui ça va revenir, ça, cette responsabilité-là? Soit de conserver cette preuve-là, si elle est nécessaire, combien de temps on va devoir la conserver? Et si jamais le répartiteur a vu le crime en direct,
avec un vidéo, est-ce que le répartiteur 911 devra être appelé à témoigner en cours? Est-ce qu'il fera partie des témoins? Tout ça. Présentement, un répartiteur 911, c'est plutôt rare qu'il est appelé à témoigner en cours. On va produire un audio, il va venir confirmer que c'est sa voix, mais son témoignage va s'arrêter là, puisque sa voix, on l'entend, puis bon, c'est confirmé. Mais si jamais on a nos cellulaires, tout le monde a un cellulaire maintenant, on filme un acte criminel, le répartiteur le voit. Donc, on s'est vraiment posé ces questions-là. C'est des questions qu'on a adressées au CRTC, qu'on a adressées aux différentes associations de centres d'urgence. Présentement, on n'a pas la réponse, mais vous avez raison de vous inquiéter là-dessus. C'est bien. Monsieur Matt, la parole est à vous. Oui, bon, je suis un peu néophyte, là, même si je suis un ancien policier au niveau des télécommunications, mais vous avez 27 centres de répartition, c'est ce que réception et répartition. Dans la grande région de Montréal, j'imagine qu'il y en a plusieurs. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de réunir ces centres-là en un ou deux endroits, dans la grande région, comme la grande région de Montréal, à titre d'exemple? C'est sans aller au privé, là, j'exclus le privé de la démarche. Est-ce qu'il y aurait des possibilités d'unification de vos centres? Madame Blais? Oui, je voudrais préciser que ce n'est pas nos centres. Nous, on représente les employés qui sont dans les centres, qui travaillent dans les centres d'appel d'urgence. Oui, c'est sûr qu'il y a probablement des possibilités de regroupement, mais il faut que ça se fasse de façon légale, d'une part, parce qu'il y a déjà eu des tentatives de ce genre-là où on retirait seulement le centre d'appel primaire. Mais à ce moment-là, si vous consolidez vos centres d'appel primaires, vous gardez quand même les centres d'appel secondaires dans les municipalités, vous retirez de l'efficacité et puis vous venez d'ajouter des coûts parce que vous avez une structure supplémentaire. Si des regroupements doivent être faits, nous, on pense que le primaire et le secondaire devraient être ensemble et qu'on devrait garder ça dans le giron public puisque c'est un service public qui est donné par d'autres services publics, dans le fond. Il faut voir le 911 comme une partie intégrante de tout ça. Si vous permettez, en complément. Oui, écoutez, M. Matt, je demandais à M. Gloutny d'ajouter un élément d'information. Oui, allez-y. M. Gloutny. Micro. Votre micro, oui. Merci. Comme Nathalie a mentionné, on n'est pas contre, là, c'est des choses qui peuvent arriver, mais ce qui est important pour nous, c'est la localisation. Vous le savez, aujourd'hui, malheureusement, le territoire du Québec, qui est très beau, mais il est immense. Et lorsqu'on effectue notre travail, et les gens doivent connaître le territoire, c'est beau regrouper des centres d'appel. Puis je vais vous emmener sur un événement qui est survenu la semaine passée, première neige au Québec. On le sait, on a l'habitude, tout le monde prend le champ. Un événement sur l'autoroute 35 à Saint-Jean-sur-Richelieu, à laquelle le répartiteur transfère à la Sûreté du Québec, veut savoir s'il y a une ambulance qui a été appelée parce que le véhicule est gravement amoché. Le CDT à Mascouche, qui répond pour l'ensemble des autoroutiers, était complètement débordé. Ça a pris plusieurs minutes à ce que l'appel soit répondu au centre d'appel à Trois-Rivières et le répartiteur de Trois-Rivières ne savait même pas c'était où la 35. Je vais vous donner un autre exemple. Moi, je demeurais à Repentigny, aux limites de Repentigny. Les appels cellulaires, c'est répondu par des tours. Il n'y a plus de téléphone filaire aujourd'hui. Ben, quand j'appelais à mon poste de police, ben, c'était la MRC Richelieu-Saint-Laurent qui m'appelait, qui me répondait. Donc, c'est important pour nous que vous gardiez ça en mémoire. Et on parle de proximité envers les citoyens qu'on sécurise. Bien, minimalement, quand on a affaire à une personne qui est établie dans une municipalité, puis que la cantine chez Tibob a changé de nom 4 fois, mais lui, il l'appelle encore de même, bien, nous, on doit savoir c'est où la cantine chez Tibob, même si elle n'existe plus depuis 30 ans. Parce que on peut sauver la vie des gens de cette façon-là. Donc, la localisation du territoire, pour nous, est très importante. Ça répond à ma deuxième question. Merci. Donc, ça répond à votre deuxième question. Madame Jennings. Oui, vous avez parlé beaucoup dans certains endroits, les centres secondaires ont été déjumelés, si on peut l'appeler ça, et se trouvent physiquement ailleurs et parfois sont gérés par des compagnies privées.
et que cela a eu le résultat que les délais d'attente ont allongé. Avec les données sur tout ce que vous venez de déclarer ici, sur les délais d'attente entre les centres d'urgence et les centres secondaires qui sont jumelés comparativement avec ceux qui ne sont pas jumelés, et si vous ne l'avez pas, avez-vous une idée où on pourrait aller chercher cette information? Madame Blair. Je vais répondre à votre première question. Nous avons ces informations-là des journaux, comme tout le monde, parce qu'il y a eu des articles qui ont été produits lorsque certains événements ont fait en sorte que les centres privés ou les OBNL n'ont pas été en mesure de répondre aux appels. Ça s'est produit entre autres en mai 2018 quand il y a eu une tempête de vent. Il y a eu une panne pendant 5 heures. Donc pendant 5 heures, les gens ne pouvaient pas répartir les appels. Et une des municipalités où le service incendie a été déjumelé, comme vous dites, là, où on a des membres, s'est retrouvé avec des incendies pour lesquels il n'y avait pas de répartition. Et c'est un répartiteur de la police, de la ville, qui a pris sur lui de faire la répartition parce que ça ne répondait pas du côté de chez Coca. Pour ce qui est de l'endroit où vous pourriez trouver ces informations-là, je ne sais pas si Jocelyn ou Patrick auraient une idée, mais moi, personnellement... CRTC? La CRTC compte non? Non, parce que le CRTC réglemente uniquement le filage. Donc, il réglemente la compagnie de télécommunications. Donc, c'est des services de police qui pourraient vous donner ça, probablement les municipalités, ceux qui ont les bandes enregistrées. Mais ce que je peux vous dire tout de suite avant de passer la parole à Jocelyn, c'est qu'il y a une question de logique aussi. Si il y a 2 personnes qui répondent à l'appel, on pose 2 fois les questions. Donc, c'est plus long. Monsieur Gournet d'abord, puis M. Bourdon ensuite. Ça va sinon... Ben, écoutez, je peux vous les envoyer par courriel. C'est des, comme Nathalie mentionnait, c'est des choses pour vous parler de l'événement de Coca, MRC Vaudreuil. Ça a été publié sur un article de la presse le 25 juillet 2018. Ce que je la centrale CLS a été publié sur Radio-Canada le 6 novembre 2016. Je peux envoyer ça à une adresse de courriel, tout simplement. Là. Si c'est nécessaire pour vous. Compléter, puis ensuite, Mme Jennings. Oui, je veux compléter dans le sens que c'est plutôt difficile d'avoir ces informations-là auprès des organisations parce que les organisations sont plutôt réfractaires à publiciser ou à rendre public ce genre d'informations-là. Ça devient public lorsqu'il y a une action qui est prise en justice, comme une mise en demeure qui a été déposée, comme des plaintes officielles. Mais ces rapports-là, ces données-là viennent nécessairement de nos membres et souvent des membres de direction des services qui en discutent, qui viennent dire ben ça n'a pas de sens, ça a augmenté. Donc, tu sais, il y a une certaine opacité à aller chercher ces informations-là, comme le financement du 911 qui est fait. Vous savez, il y a une taxe là, qui est prélevée, je vous en ai parlé tantôt, il y a une taxe qui est prélevée sur nos comptes de téléphone, 46 sous par compte de téléphone, et la ligne filaire et la ligne secondaire. Cette taxe-là est envoyée les compagnies de téléphone là, en prennent une partie. Ensuite, c'est envoyé à l'Agence de financement 911, qui est une agence gouvernementale, qui ensuite redistribue ça aux municipalités. Cette taxe-là est censée être dédiée au centre 911. Donc, c'est écrit dans le règlement. Et ce n'est pas le cas. On se rend compte, avec les demandes d'accès à l'information qu'on a faites dans plusieurs municipalités, que dans la plupart des cas, ces sommes-là sont noyées dans les budgets, dans les fonds consolidés des villes. Et puis, ces sommes-là ne sont pas entièrement dédiées, malgré la volonté de l'agence et malgré ce qui est écrit dans la loi. Mais il n'y a pas rien qui les contraint. Il n'y a pas rien qui contraint les municipalités à utiliser les sommes qu'elles reçoivent du financement de la taxe 911 expressément au 911. Donc là, on vient dire, ben là, le 911, ça coûte plus cher, le 911 prochaine génération coûte plus cher, mais il y a des sommes qui sont prévues puis qui sont peut-être, dans certains cas,
pas suffisante. On n'est pas contre le fait de réévaluer le coût de la taxe 911, mais il faudrait que cet argent-là revienne directement aux villes qui ont des centres 911 et qui gèrent les centres 911. Monsieur Gloutonnet, là-dessus. Alors, peut-être pour compléter, puis on vient à vous. Non, c'était une erreur, M. Sévigny, désolé. Non, okay. Ça va. OK. Mme Jennings. Alors, si je vous comprends bien, il n'y a aucune loi, aucun règlement du gouvernement qui oblige tous les centres 911 et les centres secondaires 911 à publier annuellement les données sur les temps d'attente de répartition des appels. Un. Deuxièmement, il n'y a rien dans la loi ou dans un règlement du gouvernement qui oblige des entités, que ce soit une municipalité qui reçoit la taxe de 46 sous par téléphone résidentiel ou cellulaire, de publier où l'argent était envoyé, comment l'argent a été utilisé. Monsieur Bourdon. Pour répondre à votre première question, si on regarde, il y a le décret là, sur les centres d'urgence 911 qui existe. Et puis le décret, pour être certifié au niveau du gouvernement comme étant un centre 911, certifié évidemment, il y a des critères là-dedans. Il y a des critères de formation, etc. Mais il y a des critères de réponse aussi. Donc, la réponse, ce décret-là, comme je disais tantôt, ne gère que le premier 60 secondes. Donc, le premier 60 secondes, c'est la personne qui répond au 911. 911, quelle est votre urgence? Qu'est-ce qui se passe? À quel endroit? Numéro de téléphone, etc. Et après le premier 60 secondes, là, on tombe en mode répartition des appels. Donc, pour être certifié, c'est des certificats qui sont émis aux 2 ans. Pour être certifié, oui, il y a une vérification du MSP qui est faite pour ce délai de 60 secondes-là de réponse et d'obligation de répartir l'appel en 60 secondes. Après ça, il n'y a rien qui existe. Effectivement, vous avez raison. Et pour le financement, malgré ce que la loi prévoit et l'agence et le règlement de l'agence de financement qui vient dire que ça devrait être dédié, non, il n'y a pas de publication et ce n'est pas une obligation que ces argents-là soient dédiés directement au Centre 911. Dans la vaste majorité des cas, elles sont mises dans le fonds consolidé de la ville ou de la municipalité et puis c'est noyé dans le budget. Ça fait partie du budget qui va nécessairement au niveau du budget de la police, là, donc ou de la sécurité publique là, dans certains cas. Madame Blais, en complément. Oui, je voudrais simplement ajouter qu'il y a une question de transparence aussi, c'est-à-dire que les citoyens payent pour le 911, mais si l'argent ne se rend pas au 911, on a une problématique là. Il y a aussi une problématique si on veut fusionner les centres 911 pour des raisons d'économie, à ne pas prendre en compte le montant de cette taxe-là. Et des demandes d'accès à l'information qu'on a faites au cours des dernières années ont montré également que tous les frais du 911 ne sont pas nécessairement pris en compte par le service de police. Il y a une partie de ces frais-là qui demeure la responsabilité de la municipalité. Par exemple, tous les services de technologie de l'information ne sont généralement pas pris en compte dans les données qu'on a reçues. On donnait, par exemple, les montants pour la ligne téléphonique et pour l'équipement de bureau, mais les montants sont tellement faibles que ça ne peut pas prendre en compte, par exemple, le salaire d'un technicien qui travaille spécifiquement au 911 pour s'assurer que le système de télécommunication fonctionne. Donc, si on doit aller de l'avant avec une réorganisation, il faut bien comprendre les coûts réels et non pas seulement des estimations de ces coûts-là pour savoir ce que ça représente. Donc, en résumé, si je comprends bien, sur le fond, vous ne vous opposez pas à ce qu'il y ait potentiellement des regroupements dans certains secteurs. Je pense à la Couronne Nord parce qu'on en a entendu parler. Mais ce que vous nous dites, c'est d'être très prudent parce que c'est d'une extrême complexité et tout le maillage dans l'organisation de ces services-là est beaucoup plus complexe que ça peut en avoir l'air a priori. C'est ce que je comprends de votre intervention. Là. Vous avez très bien cerné notre propos.
Bon, ben c'est bien. Mais écoutez, merci beaucoup pour votre intervention, pour votre document. C'est éclairant ce qu'on a entendu au cours de la rencontre. Ça va nous permettre, nous, de mettre de l'eau à notre moulin. Alors, M. Gloutny, merci beaucoup. Mme Blais, M. Bourdon, c'est apprécié. Alors, et je pense que ça s'imposait comme conversation ce matin. Merci à vous. Merci à vous. Bonne Merci beaucoup. continuité. Bonne journée. Bye bye. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.